Ah, cette image. Elle parle à beaucoup d'enseignants, n'est-ce pas? La correction. Cette tâche essentielle, mais qui prend un temps fou et qui, franchement, ne semble jamais se terminer. Une véritable montagne de copies qui grignote un temps précieux qui pourrait être consacré à enseigner. Mais et si un nouvel outil pouvait changer la donne? C'est justement le sujet qu'on explore aujourd'hui en s'inspirant d'un atelier des Assises du français 2025. L'idée centrale, c'est de voir comment l'intelligence artificielle pourrait, peut-être, rééquilibrer la balance. Moins de temps sur les tâches administratives pour retrouver plus de temps pour l'instruction. Alors, comment on va aborder ça? Voici notre feuille de route. On va d'abord parler de la surcharge de correction pour bien poser le problème. Ensuite, on verra l'arrivée de ce nouvel assistant, l'IA, et comment il a été mis à l'épreuve. Et enfin, on explorera comment tout ça pourrait bien transformer le rôle de l'enseignant. Allez, on commence par le commencement, le défi que représente l'évaluation aujourd'hui dans sa forme actuelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant même de prononcer le mot IA, l'atelier a voulu faire un état des lieux. Un sondage a été fait auprès des profs pour comprendre comment ils travaillent, leurs méthodes, leurs outils comme les grilles ou les barèmes, mais surtout pour mettre le doigt sur leurs difficultés. L'objectif, c'était vraiment de partir du terrain, des besoins réels. Et c'est seulement une fois ce constat établi qu'on peut commencer à parler d'une solution potentielle, l'intelligence artificielle générative comme un outil pour les éducateurs. La question a été posée sans détour aux participants. Et la réaction est vraiment révélatrice. Ce n'est pas un non catégorique ni un oui les yeux fermés. C'est plutôt un optimisme prudent. L'ouverture est là, oui, mais à une condition, que l'outil soit bien maîtrisé et bien encadré. C'est un point de départ absolument crucial. Alors, qu'est-ce qui fait un bon correcteur ? Les enseignants ont été très clairs là-dessus. Ce qui compte avant tout, c'est l'objectivité dans l'application des règles et, bien sûr, le respect des critères d'évaluation. Gardons bien ces deux qualités en tête parce qu'elles vont nous servir de maître étalon pour juger de la performance de l'IA. Allez, on entre dans le vif du sujet, le moment de l'expérimentation, conçu pour que les enseignants puissent se faire leur propre avis de manière critique sur ces fameux outils d'IA. Le processus de l'expérience est assez simple, mais très parlant. Il s'est déroulé en 3 temps. D'abord, une analyse manuelle classique par les enseignants. Ensuite, on fait faire le même travail par une IA. Et le plus important, c'est la 3e étape, la comparaison et la réflexion. C'est là que tout se joue. Donc, première étape, on fait appel à l'expertise humaine, tout simplement. Les enseignants ont pris une copie d'élèves fictifs comme celle-ci et ont fait ce qu'ils font tous les jours, repérer les erreurs, analyser la syntaxe, évaluer le vocabulaire, bref, établir une correction de référence. Et là, attention, c'est la 2e étape et c'est là que ça devient vraiment malin. On a donné le même texte à une IA, mais on ne lui a pas juste dit « corrige ». Non, le prompt, la consigne, était beaucoup plus détaillé. On a demandé à l'IA d'indiquer les erreurs, de donner une note, d'expliquer les fautes en français simple, de proposer une meilleure formulation et même de suggérer une activité pour s'améliorer. En gros, on lui a demandé de se comporter comme un véritable assistant pédagogique. Et voilà le moment de vérité. Avec une grille d'analyse bien précise, les enseignants ont pu comparer point par point leur travail avec celui de la machine. Les points positifs de l'IA, ses limites, ses erreurs, tout a été noté suivi d'une appréciation générale. C'est cette analyse structurée qui donne toute sa valeur à l'expérience. Bon, alors, le verdict, après ce face-à-face, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce que cette comparaison directe nous apprend? Eh bien, sans grande surprise, le bilan est nuancé. D'un côté, on a l'IA qui est une véritable fusée en termes de vitesse et d'efficacité. Elle applique les règles de manière très objective. Elle peut même repérer des types d'erreurs récurrentes et proposer des pistes de travail. Mais de l'autre, il y a des limites claires. Elle manque de contexte pédagogique, elle peut se tromper sur certains points et elle ne saisit pas toujours la nuance derrière la production d'un élève. Et le point crucial, c'est que sa performance dépend énormément de la qualité du prompt qu'on lui donne. Mais l'idée, ce n'est pas de s'arrêter là. Parce que si on ne voit l'IA que comme un simple correcteur, on passe à côté de l'essentiel. Son potentiel le plus intéressant se trouve peut-être ailleurs, dans la planification pédagogique. Et voilà, c'est vraiment ça, la philosophie derrière toute cette démarche. Gagner du temps, ce n'est pas le but final. L'objectif, c'est de réinvestir ce temps libéré dans des activités à plus forte valeur ajoutée. L'accompagnement personnalisé, la différenciation et tout simplement l'interaction humaine. Cette image résume parfaitement ce nouveau schéma de pensée. L'IA peut devenir un partenaire dans un cycle complet. Elle aide à corriger, oui, mais surtout à analyser les résultats pour ensuite construire une rémédiation, des solutions qui soient vraiment efficaces. Et c'est là que l'outil devient vraiment puissant. En analysant rapidement des dizaines de copies, l'IA peut donner une vue d'ensemble. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans la classe? Et à partir de là, ça devient beaucoup plus simple de créer des groupes de besoins et de concevoir des activités sur mesure pour chacun d'eux.
Et on peut même pousser le bouchon encore plus loin. Regardez cet exemple de prompt avancé. Ici, on demande à l'IA de se comporter comme une véritable analyste de données pédagogique. On lui donne 10 copies d'un coup et on lui demande de les corriger, d'analyser les erreurs qui reviennent le plus souvent, de faire des groupes d'élèves et de proposer une activité pour chaque groupe. Pour l'enseignant, c'est un gain de temps et une aide à la décision qui sont juste considérables. Forcément, tout ça nous amène à une réflexion finale, une question de fond sur la manière dont ces outils pourraient, à terme, remodeler la profession d'enseignant. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui est, je pense, fondamentale. Si la machine prend en charge une partie du fardeau technique et répétitif de la correction, l'enseignant peut alors se concentrer encore plus sur l'humain, le mentorat, la motivation, la création d'un climat de classe stimulant, l'accompagnement personnalisé. Le rôle ne disparaît pas, il se transforme pour devenir peut-être encore plus essentiel. Et ça, c'est une perspective vraiment fascinante à explorer.